Bonjour à tous, Farah Afkir, Miyam Aznaï, Samuel Budimir, Inès Kelifi et Caroline Pic, 5 étudiants de l'Université de Lille, issus d'un master de finance et fiscalité publique et droit public général et contentieux public, nous proposent une vidéo sur les référés du premier président de la Cour des comptes, vidéo réalisée dans le cadre du séminaire de droit administratif financier. Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons donc traiter un sujet peu connu du droit public financier, les référés du premier président de la Cour des comptes. Ce sujet suscite en effet plusieurs interrogations, plusieurs questionnements, et c'est un sujet peu connu en droit public financier. La vidéo va donc se composer en 3 temps, et dans un premier temps, avec ses propos introductifs, nous allons revenir sur la notion de référé financier avec des éléments de définition, d'actualité et un peu d'histoire. À la suite de ces propos liminaires, la vidéo traitera des domaines qui sont concernés par les référés et les suites qui leur sont données. Puis dans une seconde partie, il s'agira de s'attarder sur l'effet politique que revêtent ces référés. Une dernière partie sera ensuite dédiée à l'avenir de ces référés financiers. Commençons donc sans plus tarder par une brève introduction. La Cour des comptes produit des communications appelées référés, adressées par le premier président de la Cour des comptes au chef du gouvernement. L'article 135-1 du Code des juridictions financières dispose que le premier président de la Cour des comptes adresse des référés au Premier ministre et ou aux ministres concernés pour leur faire connaître les observations et les recommandations formulées par la Cour sur la gestion des services de l'État et des autres organismes publics, y compris les institutions de sécurité sociale. Par ailleurs, l'article 47-2 de notre Constitution oblige la Cour des comptes à rendre publiques toutes les observations et recommandations. Ainsi, pour la première fois en 2012, la Cour des comptes rend public un référé du premier président. Juridiction indépendante, elle se situe entre le Parlement et le gouvernement, qu'elle assiste l'un l'autre conformément à l'article 47-2 de la Constitution. La Cour des comptes s'organise autour d'un premier président nommé par décret. À l'heure où nous tournons cette vidéo, le décret du 3 juin 2020 a nommé Pierre Moscovici, ancien conseiller maître à la Cour. Le président définit, après avis du procureur général, l'organisation des travaux de la Cour. Il répartit les attributions entre les 6 chambres et arrête le programme annuel des travaux de la Cour, au vu des propositions des présidents de la Chambre. Il dirige les services et assure la gestion des magistrats et du personnel affecté à la juridiction financière. En outre, il est également président de la Cour d'appel financière, du Haut Conseil des finances publiques ou encore commissaire aux comptes de l'Organisation des Nations Unies. Le référé du premier président de la Cour des comptes constitue une lettre du président, soit une communication définitive de la Cour des comptes. Selon le glossaire de la Cour des comptes, c'est une communication adressée par le premier président de la Cour des comptes à un ministre pour lui faire part des observations formulées par la Cour à l'issue d'un contrôle. C'est donc une communication externe à laquelle le premier président transmet ses observations définitives. Anciennement nommé rapport d'observation définitive, ces observations sont transmises au contrôlé par une lettre. Le référé permet de transmettre des observations devant être portées à connaissance immédiate et personnelle des membres du gouvernement intéressés. Les questions soulevées par le référé doivent relever d'une certaine actualité en ce qu'elles appellent à une décision ministérielle. Ils peuvent relever d'une simple communication ou publication, par exemple un rapport public annuel ou un rapport public territorial. D'après Martin Collet, agrégé de droit public depuis 2004 et professeur à l'université Pantin-Assas, le référé fait partie de la panoplie des actes que la Cour a à sa disposition, à côté de la simple lettre ou de la note. Le référé n'est pas un acte juridictionnel, mais un outil pour attirer l'attention des destinataires sur un point particulier. Ainsi, il est primordial de délimiter notre étude. Le terme référé peut évoquer pour tout administrativiste le référé en droit administratif. Procédure d'urgence qui permet de bénéficier rapidement d'une décision de justice lorsque la situation nécessite une intervention immédiate du juge, afin de prévenir un préjudice immédiat ou de faire cesser une atteinte grave et manifeste à la liberté fondamentale. Au regard des deux définitions, le référé du premier président de la Cour des comptes et le référé administratif sont 2 procédures juridiques distinctes qui s'inscrivent dans des domaines scientifiques du droit français. Le référé du premier président de la Cour des comptes est une mesure d'urgence relevant du contrôle financier. La Cour des comptes, en tant qu'institution chargée de surveiller la régularité des dépenses publiques, pour être saisie sur des irrégularités graves liées à la gestion des fonds publics. Cette procédure vise principalement à garantir la légalité, la sincérité et la qualité des comptes publics. Elle intervient généralement en amont des opérations financières de l'État et des organismes pour prévenir des éventuels dysfonctionnements.
En revanche, le référé administratif est une démarche plus large relevant des tribunaux administratifs. Cette procédure permet à un individu de demander la suspension d'une décision administrative devant le juge en cas d'une atteinte grave et immédiate à ses droits. Contrairement au référé du premier président de la Cour des comptes, le référé administratif peut être utilisé dans une variété de contextes, tels que les litiges relatifs aux droits individuels, aux contrats administratifs, à l'urbanisme. Il constitue un mécanisme de protection des citoyens contre des actes administratifs préjudiciables susceptibles de causer un dommage difficilement réparable. Finalement, le référé du premier président de la Cour des comptes se concentre sur un contrôle financier, tandis que le référé administratif a une portée bien plus large, visant à protéger des droits individuels face à des décisions administratives potentiellement dommageables. Ces deux procédures contribuent à assurer la légalité et la protection des intérêts publics et privés. Elles opèrent dans des sphères juridiques bien distinctes. Ainsi, il est impératif d'exclure le référé administratif de notre étude. Il faudra alors se concentrer sur les finances publiques, les acteurs concernés étant principalement des organismes publics et des gestionnaires publics. En outre, nous écartons de notre étude les référés pris avant 2012 afin de se concentrer sur les référés rendus publics, référés que nous avons eu accès assez facilement sur le site de la Cour des comptes. Le mécanisme du référé est né avec la création même de la Cour des comptes et la loi du 7 septembre 1807. Cependant, c'est uniquement depuis 2012 que les référés sont rendus publics. En effet, la Cour veut étendre le champ de ses travaux publiés et le nouvel alinéa 2 de l'article 143-1, introduit dans le Code des juridictions financières par la loi du 13 décembre 2011, permet désormais à la Cour des comptes de rendre public, sous réserve du respect des secrets protégés par la loi, les observations et recommandations contenues dans ses communications aux ministres, aux organismes et entreprises, ainsi qu'aux autorités administratives compétentes. Le 11 janvier 2012, la Cour a ainsi publié son premier référé sur son site internet relatif à l'Institut du monde arabe. De manière substantielle, le président remarque un redressement financier réel puisqu'il y avait une meilleure maîtrise des dépenses de personnel, une remise en concurrence des principaux prestataires de l'institution et une suppression d'activités déficitaires. Les objets des référés sont divers. On pourrait par exemple citer le référé en date du 26 janvier 2002 relatif au pôle d'équilibre territorial et rural, celui du 23 décembre 2016 relatif à la gestion et le financement de l'aide juridictionnelle et des autres interventions de l'avocat, et plus récemment, en date du 12 mai 2022, un référé relatif à la production et l'utilisation des données utiles à la politique du logement adressé à Madame la Première ministre Elisabeth Borne. Lorsque la Cour souhaite émettre des recommandations ou faire de simples constatations, elle a souvent recours à plusieurs types d'actes. Parfois, elle se contente d'adresser ses observations à travers une simple lettre ou note aux ministres concernés et aux commissions des finances du Parlement, voire à travers un référé du premier président. Ainsi, nous verrons tout au long de la vidéo comment et pourquoi la pratique des référés en matière financière sont apparus en droit administratif financier et comment nous pouvons, les définir au regard du caractère très particulier qu'ils revêtent par rapport aux référés administratifs. Cette vidéo aborde également la procédure de ces référés, la manière dont ils sont mis en place par le premier président de la Cour des comptes, si ces référés doivent porter sur des sujets précis et si oui, dans quel domaine. Une fois que ces référés sont rédigés, à qui sont-ils transmis, par quel biais et sous quelles conditions? Doivent-ils revêtir un formalisme particulier? Doivent-ils obligatoirement faire l'objet d'une réponse de la part des destinataires des référés? Et si oui, dans quel délai, sous quelle forme? Ces référés, revêtant un caractère particulier, peuvent être questionnés quant à leur avenir au sein de la Cour des comptes, au sein du droit financier. Ainsi, sans attendre, passons au cœur de la vidéo en commençant par une première partie dédiée aux domaines concernés par les référés et surtout les suites qui leur sont données. Les référés publiés depuis 2012, on l'a vu, sont l'occasion d'attirer l'attention du ou de la Première ministre ou des ministres concernés sur le comportement inapproprié d'un ordonnateur public à l'occasion d'un contrôle effectué par les CRTC ou la Cour des comptes elle-même. En réalité, ces communications ne sont pas les seules à exister et on le verra. Elles peuvent changer de nom en fonction du destinataire qu'elles visent. En ce sens, comme pour toute communication, elles appellent des réponses opérationnelles qui doivent participer à l'amélioration des situations dénoncées. Aussi, la question de leur effectivité est posée, notamment au regard des réponses apportées. Pour ce faire, nous vous proposons de nous intéresser à deux exemples de référés que nous avons analysés pour que vous puissiez dégager un panorama général de leur effectivité depuis 2012.
Parmi les référés du premier président de la Cour des comptes, nous avons choisi de vous présenter le premier publié en 2012 et le dernier en date publié en 2023. Comme le veut le principe de contradiction, appliqué systématiquement par la Cour, chaque référé sera publié avec les réponses reçues des destinataires visés dans le référé. Par exemple, le premier référé publié par la Cour des comptes a été rendu public le mardi 11 décembre 2012. Cette communication intitulée « Référé de l'Institut du monde arabe » concerne l'effort de redressement financier demandé dès le premier contrôle de l'Institution du monde arabe en 2007. Ainsi, Didier Migaud, alors premier président de la Cour des comptes à ce moment-là, constate que malgré les efforts réalisés, des problèmes persistent notamment sur le dysfonctionnement de la gestion de l'institution, l'organisation des services, la programmation des activités, la fréquentation de l'institution ainsi que la gestion financière et la gestion du personnel. Le référé premièrement publié apparaît emblématique à plusieurs titres. D'abord, il fait suite à de nombreux contrôles effectués par la Cour des comptes entre 2003 et 2006, ayant tous mené à des critiques de la Cour. Le référé apparaît donc ici comme l'étape supplémentaire des critiques de la Cour des comptes. Emblématique aussi, car le référé a servi de base à l'ouverture d'un rapport d'information et d'une commission d'information au Sénat le 27 mai 2008. Dans ses propos liminaires, le président de la mission, Jean Arthuis, soulignait sévèrement que les observations de la Cour sont sévères sur un certain nombre de points. Je relèverai une gestion de la trésorerie laxiste et coûteuse, des pratiques d'achat et de sous-traitance contestables, avec une surfacturation systématique émanant d'une société qui entraînait des relations privilégiées avec l'ancien directeur du département du musée et des expositions. Et enfin, un inventaire des collections défaillantes. Une clarification est réclamée sur des points importants. La rémunération, le rôle et le statut fiscal du directeur général, la stratégie du musée et de la bibliothèque, la valorisation des activités connexes ou encore la recherche du mécénat. Nous verrons un peu plus tard l'effet de tels propos au repris des travaux de la Cour, mais déjà dans ce premier référé, le premier président voyait son référé à l'origine de conséquences importantes. On peut également citer le dernier référé rendu public en date du 7 novembre 2023, cette fois-ci écrit par Pierre Moscovici, l'actuel premier président de la Cour des comptes. Ce référé concerne la SASU Château de Versailles Spectacle, adressé à la ministre de la Culture. Accompagné d'observations définitives, ce référé porte sur le Château de Versailles Spectacle, filiale à 100% de l'établissement public chargé de l'animation du domaine. C'est après un précédent contrôle que l'on remarque que la structure a fortement développé une offre qui draine un large public. On constate par ailleurs que la société a bénéficié de 3 millions d'euros d'aides transversales et sectorielles, mais également de 10 millions d'euros de l'État durant la crise sanitaire, dont elle doit encore rendre des comptes. Le dysfonctionnement de la gestion découvert par la Cour rend indispensable une véritable gouvernance et un contrôle renforcé de la maison mère sur la stratégie et la gestion du directeur, ce qui passe par une révision urgente des statuts selon les mots de Pierre Moscovici, qui constate également l'absence de conseil d'administration et une direction dont le contrôle est inexistant. On le voit, le choix des mots a un impact fort sur la manière dont sera reçu le référé par les pouvoirs publics. Mais quelles suites leur sont données? Pour parler méthodologie dans l'établissement des statistiques qui vont suivre, il est important de préciser que seule la période entre 2011 et 2014 fait apparaître dans le rapport public annuel de la Cour une statistique précise sur les référés. La publication depuis 2012 nous a permis de les consolider nous-mêmes, mais en ce qui concerne les référés avant 2012, il est difficile de pouvoir en présenter un panorama général. En ce qui concerne la période qui succède à 2014, la Cour a malheureusement arrêté de publier des chiffres différenciés par type de communication. Il est donc impossible de savoir combien, parmi toutes ces communications, se réfèrent aux référés. Des statistiques générales, notamment sur le taux de suite des référés sur l'ensemble de la période couverte, est donc impossible à établir précisément. Pour autant, il est toujours possible d'apprécier globalement si les recommandations au sein de chaque référé sont suivies des faits ou non. Ce taux est en réalité assez élevé, compte tenu de la nature des référés qui restent des recommandations non contraignantes. Ainsi, sur les 60 recommandations émises dans les référés de 2011, par exemple, 40 d'entre elles avaient été suivies des faits, comme le relevait la Cour dans le rapport public annuel de 2013. Ce qui donne une statistique globale de 61,5% de satisfaction de ces communications. Pour la fin de la période sur laquelle les référés ont fait l'objet d'une statistique propre par la Cour, c'est-à-dire en 2014,
105 recommandations avaient été publiées en 2013 par la voie des référés et 69 avaient été mises en œuvre, ce qui nous donne un taux de suite de 66%. Rien que sur la période 2011-2014, on le voit, la Cour a été globalement suivie dans ses recommandations. Mais cela veut aussi dire qu'une part non négligeable de ces dernières ne l'ont pas été, partiellement ou totalement. Nous verrons donc pourquoi plus tard. Après avoir vu ces statistiques globales, penchons-nous sur le fond des référés publiés par la Cour. Sur les 298 référés de la Cour, nous avons réalisé le graphique juste ici afin d'analyser le type de structure et politique publique concernées par les référés. Si la majorité de ces référés portent d'abord sur des politiques publiques pour 47,9% d'entre elles, ou encore les établissements publics pour 30% du reste, il s'agit essentiellement d'autorités administratives, d'institutions, de collectivités territoriales, d'associations ou de fondations. En raison de la forte proportion de politiques publiques concernées par ces référés, nous avons décidé de réaliser une seconde étude en ce qui concerne spécifiquement les politiques publiques abordées dans les référés, notamment pour connaître la typologie des politiques publiques concernées. En ce qui concerne ces politiques publiques, on le voit, la majeure partie des contrôles repose sur des dispositifs fiscaux ou des fonds publics, pour 38% d'entre elles. Le deuxième poste relève des politiques économiques. Ensuite, on retrouve à proportion égale des politiques sociales, de ressources humaines de l'État, notamment au sein des ministères, ou des politiques liées au logement, pour 14% d'entre elles. Également, pour 14% d'entre elles, on retrouve des politiques publiques contrôlées relatives à l'éducation, à l'enseignement supérieur, à l'évolution de la carrière des professeurs des écoles, des doctorants universitaires ou des professeurs d'université. On retrouve ensuite, en plus petite proportion, deux politiques publiques concernées par les référés, telles que l'évaluation des dispositifs législatifs et le poste police, armée, justice. Les missions de la Cour ont donc été rappelées plus tôt, et ces chiffres ne font que confirmer le sens de la définition de la Cour des comptes. En accordant près de 50% de ces référés aux politiques publiques, donc pour près de 40% d'entre elles concernant l'évaluation de dispositifs fiscaux, le contrôle de fonds publics ou encore la participation de la France à divers fonds internationaux ou européens, la Cour est dans son rôle légitime d'informer le citoyen sur l'emploi des fonds publics. Dès lors, il convient de préciser notre analyse de ces référés en se penchant sur le travail en amont qui est effectué et qui permet leur publication chaque année. Leur portée et leur efficacité seront aussi à interroger à la lueur de ces chiffres. C'est ce que nous vous proposons de voir dans la seconde partie qui va suivre. Est une procédure particulière en France liée au rôle de la Cour des comptes chargée de vérifier la régularité des comptes publics et de contrôler la gestion des fonds publics. Le recours à ces référés permet à la Cour des comptes de jouer un rôle de contrôle en temps réel sur certaines décisions financières de l'administration, contribuant ainsi à la préservation des finances publiques. Il s'agira dans cette partie de s'intéresser en profondeur à la procédure des référés. Il s'agit d'une procédure d'alerte qui permet à la Cour des comptes de mettre en lumière des problèmes importants sans attendre la publication d'un rapport annuel ou d'une enquête approfondie. Lorsqu'un référé du Premier président est émis, il est adressé aux autorités compétentes, comme et notamment aux ministres et responsables des organismes publics concernés afin de les informer des problèmes identifiés et leur demander de prendre des mesures correctives. Ces mesures ont un caractère préventif et peuvent contribuer à améliorer la gestion des finances publiques et à prévenir des fraudes. Ces référés sont aussi adressés par le Premier président ou un ministre pour lui faire part des observations et recommandations de la Cour. Le Premier président enjoint donc dans ses référés des recommandations aux membres du gouvernement. Les destinataires des référés doivent fournir à la Cour un compte-rendu des suites données à ces observations en vue de leur présentation dans son rapport public annuel. De plus, selon le RPVA de 2013, citant des dispositions du Code des juridictions financières, entré en vigueur en 2008, les destinataires peuvent également être des assemblées parlementaires et notamment les présidents des commissions des finances ou, selon les sujets traités, les présidents d'autres commissions. À savoir qu'un référé est toujours construit de la même façon. Il est rédigé avec une certaine économie de moyens, orienté de façon à faciliter la prise de décision sur les questions soulevées. Il est bref et ne contient que des éléments méritant d'être apportés à la connaissance des ministres destinataires et strictement nécessaires à l'exposé des observations de la Cour. Un référé contient toujours un objet, c'est-à-dire le sujet sur lequel il porte. De plus,
Un référé à adresser à un ministre ou encore un rapport public est toujours constitué d'un ensemble d'observations définitives. Par observation définitive, la Cour des comptes entend la réunion de deux éléments distincts. Premièrement, un constat portant sur des faits ou des données et une appréciation appuyée sur le constat et son analyse. Il est adressé au ministre si le sujet est circonscrit et limité à son domaine de compétence. Lorsque le sujet relève de deux départements ministériels, le référé est adressé au ministre concerné. Au-delà des ministres concernés, la réponse attendue au référé relève de la coordination interministérielle. Le référé est donc adressé au seul Premier ministre. Il en va de même lorsque le sujet porte sur un enjeu sensible tel que la politique, touche à sa mise en œuvre d'une politique publique majeure ou concerne l'action interministérielle. L'envoi au Premier ministre est exclusif de l'envoi à un ou plusieurs ministres. En ce qui concerne le délai de réponse, il est de 2 mois. Les destinataires des référés ont donc un délai de 2 mois pour répondre aux recommandations du référé. Si la réponse est tardive, elle sera transmise après réception. Comme le prévoit le Code des juridictions financières, les commissions parlementaires peuvent en être destinataires et un droit à audition donc s'exercer. Souvenez-vous, c'est ce qu'il s'est passé avec le premier référé publié par la Cour en 2012 concernant l'Institut du monde arabe. À la suite de ces observations, le premier président de la Cour des comptes enjoint également des recommandations afin de pallier cette atteinte. De plus, selon le nouvel alinéa 2 de l'article L. 143-1 du Code des juridictions financières, introduit par la loi du 13 décembre 2011, cet article permet désormais à la Cour des comptes de rendre public, sous réserve du respect des secrets protégés par la loi, les observations et recommandations contenues dans une communication aux ministres, aux organismes et entreprises, ainsi qu'aux autorités administratives compétentes. Ainsi, il est d'usage d'attendre la réponse au référé avant de publier le référé sur le site de la Cour des comptes, sous réserve, comme je l'ai dit, des secrets protégés par la loi, affaires et vie privée. La Cour rend généralement publics les référés après la transmission au Parlement. Cette publication doit répondre aux exigences d'intelligibilité du propos et de clarté dans l'expression. D'ailleurs, alors que le délai de droit commun était d'1 mois concernant les communications de la Cour, la loi du 13 décembre 2011 est venue modifier le deuxième alinéa de l'article 143-1 du Code des juridictions financières et a imposé un délai dérogatoire de 2 mois uniquement pour les référés. À la suite des recommandations, on retrouve une dernière partie dans les référés qui est systématiquement la formule. Cette formule vise à imposer une réponse de la part du destinataire du référé dans un délai de 2 mois à compter de la réception du référé. Je vous serai obligé de me faire connaître dans le délai de 2 mois prévu à l'article L. 143-4 du Code des juridictions financières la réponse ou autre signature que vous aurez donnée à la présente communication. Je vous rappelle qu'en application des dispositions du même code, 2 mois après son envoi, le présent référé sera transmis aux commissions des finances et dans leur domaine de compétence aux autres commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il sera accompagné de votre réponse si elle est parvenue à la Cour dans ce délai. À défaut, votre réponse leur sera transmise dès sa réception par la Cour. Dans le respect des secrets protégés par la loi, la Cour pourra mettre en ligne sur son site internet le présent référé accompagné de votre réponse. L'article L. 143-9 prévoit que, en tant que destinataire du présent référé, vous fournissez à la Cour un compte-rendu des suites données à ces observations en vue de leur présentation dans son rapport public annuel. Ce compte-rendu doit être adressé à la Cour selon les modalités de la procédure de suivi annuel coordonnée convenue entre elle et votre administration. À la suite de ce paragraphe, on retrouve systématiquement la signature du premier président de la Cour des comptes. À l'issue du délai de 2 mois dont disposent les destinataires pour répondre, ces référés, accompagnés des réponses qui leur sont apportées, sont transmis aux commissions des finances et, dans leur domaine de compétences, aux commissions des affaires sociales de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les référés ont toujours ce même enchaînement. On commence par un constat, une analyse, une observation et enfin des recommandations. La Cour des comptes est une juridiction indépendante et cette indépendance se fonde sur son statut de juridiction, comme le Conseil constitutionnel l'a affirmé dans sa décision du 25 juillet 2001 relative à la LOLF à propos de sa liberté de programmation. Les juridictions financières sont indépendantes des pouvoirs exécutifs et législatifs. Elles définissent librement le programme de leurs travaux. Toutefois, une partie de ces contrôles répond à des commandes du Parlement et du gouvernement
ou pour ce qui concerne les CRTC, à des saisines du préfet. La liberté dans le choix des contrôles est assortie, pour les juridictions financières, de la liberté d'adopter leurs conclusions, ainsi que de la liberté éditoriale de leur publication. On peut donc s'interroger sur la notion de pouvoir ou contre-pouvoir. La Cour est devenue à la fois un pouvoir, protégé juridiquement et statutairement par des garanties d'indépendance juridictionnelle, dans des domaines qui justement ne sont pas juridictionnels, mais elle est aussi un contre-pouvoir en développant des mécanismes de pression sur les ministères, avec un discours et des propositions dépassant parfois le rôle qui lui est assigné, y compris par le législateur, tout en utilisant les réseaux médiatiques les plus larges pour faire passer son message. Le référé est une communication déclaratoire émise par la Cour des comptes et envoyée directement au Premier ministre. Mais, concrètement, pourquoi le Premier président décide de partager ses observations dans le cadre d'une communication dont lui seul est l'auteur pour dénoncer le comportement de l'ordonnateur concerné auprès de son ministre, du tuteur ou auprès du Premier ministre? La Cour se livre à l'énonciation chaque année d'un nombre considérable de recommandations dont elle assure le suivi en ayant introduit un relationnel informatisé avec les responsables administratifs des ministères. De la même façon, la technique du référé, qui revêtait un caractère exceptionnel, est devenue, à la demande de la Cour, un instrument plus global de remise en cause de certains domaines relevant de la gestion publique. La Cour tend ainsi à dénoncer, de façon répétitive, dans son rapport public annuel, les cas de refus de suivi de ces préconisations qui sont autant de refus politiques de leur mise en œuvre. La Cour insiste, alerte, voire invite à reconsidérer des choix politiques qui ont pu donner lieu à des démarches contractuelles initiées par la majorité en place. En somme, dans beaucoup de ces rapports, la Cour ne se contente pas de mettre en avant des anomalies, erreurs de gestion ou autres, mais propose souvent une reconfiguration, voire une restructuration des politiques publiques, comme cela a été le cas lors du référé sur l'Institut du monde arabe. Derrière les recommandations et nombreuses critiques de la Cour, c'est bien ces éléments qui ont un impact politique et non le référé en lui-même. Les mots repris par le président de la mission d'information reprennent directement les travaux menés par la Cour. La nécessité souhaitée d'un changement de méthode dans la gestion administrative et financière de l'Institut a été engagée suite à la pression politique exercée par le Sénat. Pour autant, cette dernière n'a fonctionné que parce que la Cour avait effectué un travail approfondi sur les comptes. Tel que le relève le président de la mission, reprendre les analyses et les recommandations de la Cour lorsqu'on est un parlementaire n'est pas anodin. Ce n'est pas tant la politisation du référé, mais plus son usage par le politique qui importe. La Cour remplit son rôle de l'article 47 de la Constitution parfaitement dans cet exercice. Elle accompagne l'action du Parlement dans ses différentes missions. Cet impact politique est donc important. Plus que pour influencer le politique, elle l'abonde d'un contrôle clair et fiable qu'il n'aurait ni le temps ni les moyens d'exécuter lui-même, alors qu'il s'agit quand même d'argent public. Malgré tout, est-il possible d'émettre des critiques fondées sur ces référés ? C'est ce que nous allons aborder dans cette troisième et dernière partie. En 2017, les professeurs Jean-Luc Albert et Thierry Lambert, tous deux professeurs à l'université d'Aix-Marseille, amorçaient l'idée que, si les référés furent présentés historiquement comme un instrument de nature exceptionnelle, destiné à attirer l'attention, notamment d'un ministre sur les irrégularités graves de gestion, il a changé totalement de nature pour devenir un instrument du quotidien, depuis qu'il est rendu public, et ce, depuis 2012. Le référé semble perdre de sa splendeur, voire de son intérêt premier, document assimilable à un lanceur d'alerte sur la gestion et dépense des deniers perçus comme douteuses. Il apparaît de plus en plus ne plus recevoir l'écho qu'il devrait. En effet, il tend à être une lettre de communication ordinaire du premier président de la Cour des comptes. À noter que les référés interviennent après les recherches de la Cour. On peut observer dans la première page des référés des mentions telles que « La Cour a examiné. À l'issue du contrôle, la Cour m'a donc demandé, en application des dispositions de l'article R. 443-11 du même code, d'appeler votre attention sur les principales observations et recommandations suivantes. La Cour a mené une enquête. La Cour a contrôlé. » Outil de correction et d'alerte, il offre une possibilité de corriger rapidement des irrégularités graves, contribuant à éviter des conséquences financières néfastes pour le secteur public. Il recherche en plus à comprendre la mauvaise utilisation des deniers publics, comprendre comment cela a pu se passer et de ce fait, tendre à corriger cela par la formulation de recommandations. Tel que l'évoquait le rapport public de 1923, l'idée maîtresse du décret du 13 mai 1911 était de mettre tous les référés sous les yeux du ministre des Finances, particulièrement intéressé à connaître les irrégularités administratives, les errements subis et les procédés défectueux de la comptabilité et de contrôle.
Il favorise la responsabilisation des gestionnaires publics. Les référés sont généralement applicables aux organismes publics. Les acteurs privés en lien direct ou indirect avec des fonds publics ne relèvent pas nécessairement de cette procédure, ce qui peut créer des zones grises en termes de contrôle. Il joue un rôle crucial dans le contrôle des finances publiques. Il permet d'assurer la régularité et la légalité et la transparence de la gestion des fonds publics, contribuant ainsi à garantir l'intégralité financière de l'État. En autorisant le premier président de la Cour des comptes à intervenir en cas d'irrégularité, le mécanisme du référé renforce la responsabilisation des acteurs publics dans la gestion des deniers publics. Cela crée un mécanisme dissuasif contre les pratiques financières douteuses. Toutefois, cela renvoie à un mode utopique puisque certains référés restent sans réponse. En 2023, on peut citer le référé l'aide publique au développement dans le domaine de la santé et la présence de la France dans les organisations internationales en santé, à l'attention de la Première ministre Elisabeth Borne, qui est en attente de réponse depuis fin 2022. Cette publication a eu lieu en février 2023. En outre, les destinataires demeurent libres des suites à lui donner. Cela signifie que le référé peut être émis, une réponse également, sans pour autant que les documents soient suivis de faits. La réponse veut régulièrement d'une prise en compte des remarques du premier président, tombe en désuétude, remplie de faux-semblants, une fausse considération qui contrecarre l'effet voulu du référé. Une fusée de détresse éteinte en plein vol. Néanmoins, il sied de nuancer ses propos puisque la Cour des comptes affirme qu'un grand nombre de référés est tout de même suivi des faits. Il est possible d'émettre des critiques, notamment sur le caractère trop général du référé, document public qui est rédigé de manière concise. Il vise à mettre en évidence des dysfonctionnements ou des anomalies. Et il ne permet pas de dresser un diagnostic précis des problèmes rencontrés. Cette généralité du référé peut être un obstacle à leur efficacité. En effet, les administrations concernées peuvent avoir des difficultés à comprendre les problèmes soulevés et à mettre des mesures coercitives en place. Il est opportun de citer la jurisprudence Laborde-Métal du Conseil d'État, rendue en Assemblée en l'an 2000. Elle affirme que seul le signataire du référé est responsable du contenu. Plus important encore, elle relève que la Cour ne peut pas juger au contentieux une affaire qu'elle a eu à connaître au non-contentieux, eu égard à la nature des pouvoirs du juge des comptes et aux conséquences de ses décisions pour les intéressés, tant que le principe d'impartialité que celui des droits de la défense font obstacle à ce qu'une décision juridictionnelle prononçant la gestion de faits soit régulièrement rendue par la Cour des comptes. Les conclusions d'un rapport public ne peuvent pas déboucher sur un contentieux. S'il y a un référé, est-ce qu'un contentieux est possible ? La finalité du référé est la même que celle du rapport public, soit informer le gestionnaire public de sa gestion. D'une part, d'autres observations sont disponibles dans l'arsenal de la Cour des comptes et du Premier président. D'autre part, l'existence d'un pacte efficient reste à prouver. Mais qu'en est-il du côté de la Cour des comptes? Sont-ils perçus comme relativement efficaces? Les suites sont-elles jugées satisfaisantes? La perte d'intérêt soulignée par la doctrine est-elle véritablement justifiée? Et surtout, ont-ils le rôle principal dans le rapport public annuel rendu public chaque année par la Cour et qui fait parler de lui dans les médias? Pour répondre à ces questions, penchons-nous sur ces rapports publics annuels depuis 2012 et regardons ce qu'ils ont à nous révéler. Tout d'abord, rappelons leurs fonctions. Ces derniers, publiés chaque année par la Cour, doivent participer à l'information des citoyens sur le bon emploi de l'argent public au travers de 4 missions qui incombent à la Cour: juger, contrôler, évaluer, certifier. On peut donc le voir comme la photographie instantanée d'une année sur les missions achevées par la Cour et son réseau de CRTC. Cette synthèse doit présenter de manière exhaustive le fruit de son action. Il va donc falloir considérer que la prépondérance de ces référés dans ces rapports est capitale. S'ils apparaissent régulièrement, alors nous pourrons considérer leur importance. En revanche, s'ils apparaissent moins présents, c'est qu'ils sont sans doute en déclin. Sur l'ensemble des rapports publics annuels consultés depuis 2012 et qui font état du suivi des recommandations formulées en référé, tous, sans exception, abordent les référés. Une donnée obtenue grâce à l'occurrence du mot-clé référé qui est au moins employé une fois dans chacun de ces rapports. En fait, il apparaît à 2 moments. Tout d'abord, dans le tome 1, aussi considéré comme les missions de la Cour, une partie où l'on trouve essentiellement des rappels de définition de chacune de ces communications et une synthèse générale des principaux contrôles menés par la Cour sur l'année concernée. Puis, une seconde fois, dans le tome 2 relatif au suivi des travaux de la Cour. Dans ce tome, on peut voir une rubrique suivi des recommandations avec un indicateur de performance. Ce dernier, on l'a déjà dit, a fondu les référés dans une catégorie juridique des recommandations, sauf entre 2011 et 2014. Mais la fréquence de leur apparition dans cette partie est relativement importante. C'est en réalité dans ce tome 2 que se trouve le cœur de l'action des référés. Chaque année, la Cour publie dans son rapport public annuel des référés qu'elle a pris par la voix de son président, accompagnés d'un état des lieux des mesures prises depuis. La temporalité est donc la suivante en ce qui concerne les référés.
D'abord, qu'il soit assorti ou non d'une réponse, le référé sera publié sur le site internet de la Cour à l'issue d'un délai de 2 mois. Ensuite, d'autres contrôles postérieurs sur la structure ou la politique publique visée à l'origine, la Cour des comptes fait état dans son rapport public annuel des suites données à ces recommandations qu'elle avait formulées. Elle peut considérer que ces recommandations n'ont pas été suivies des faits, l'ont été partiellement ou l'ont été totalement. Cette présence sous-jacente des référés dans le RPA en fait un outil développé par la Cour des comptes. Mais lorsque l'on regarde dans le détail, il y a un hic. La Cour ne fait que le constat du suivi de ces recommandations. Et en ce qui concerne leurs forces, il faut pouvoir les regarder en détail. Sans pouvoir prétendre à l'exhaustivité, regardons les référés cités par les rapports publics annuels des années 2020, 2021 et 2022 qui reflètent des périodes denses en matière de référés. Il faut d'abord observer que seuls quelques-uns des référés seront publiés par la Cour. Cela reflète un travail sur le long terme de la part de cette Cour qui vérifie a posteriori du référé et sur des périodes pouvant aller jusqu'à une dizaine d'années l'effectivité de ces référés. D'ailleurs, lorsque la Cour publie son rapport public annuel, elle rappelle généralement dans le tome 1 relatif à la description de ses missions sur l'année que leur publication sous forme de rapport ou de référé ne préjuge pas des autres suites, publiées ou non, qu'elle est susceptible de leur réserver, notamment des saisines de la Cour de discipline budgétaire et financière ou des autorités judiciaires. Étant donné que l'année 2023 a été consacrée à l'évaluation de la décentralisation en France depuis 40 ans, nous avons donc choisi de présenter ici les rapports publics annuels de 2020, 2021 et 2022. Avant de détailler, précisons que la Cour, après un premier référé, opère 2 contrôles de suivi puis publie le résultat de ce suivi 3 ans après. Pour donner un exemple, le RPA de 2020 prend en compte le résultat des recommandations établies en 2019 sur la période de suivi s'étalant de 2016 à 2018. En ce qui concerne le rapport public annuel de 2020, la Cour est revenue sur un référé du 11 décembre 2018 relatif à l'ouverture des données au public en ce qui concernait 3 opérateurs de l'État et plus particulièrement du ministère de la Transition écologique et solidaire, Météo France, l'IGN et le CEREMA. Elle souligne que cet enjeu demandait déjà en 2018 d'être évalué et coordonné avec les objectifs du ministère. Or, 2 ans après, il apparaît que le ministère ne procède cependant que rarement à l'évaluation des économies attendues. Elle formule donc de nouvelles recommandations en 2020. Plus intéressant, la Cour utilise son opinion sur le référé précédent pour analyser la même politique d'ouverture au public de données, mais pour 3 autres opérateurs de l'État, cette fois concernant le ministère de l'Agriculture, l'ASP, l'AGM et le CNPF. Sans pour autant y consacrer un référé, mais plutôt une communication adressée au Premier ministre de l'époque, les recommandations qu'elle formule se basent sur une analyse déjà menée, et ce grâce au référé du 11 avril 2018. C'est son rôle d'influence. La Cour revient également dans ce RPA à un référé en date du 19 décembre 2016 relatif au système d'information des ressources humaines de l'éducation nationale, SIREN. Elle avait relevé à cette époque que les travaux de modernisation devaient s'accompagner d'études d'impact, coûts, délais, à chaque étape importante, ainsi que renforcer la traçabilité du processus. Or, lors des contrôles de suivi effectués en 2018 et 2019, la Cour estimait que les recommandations qu'elle avait formulées dans ce référé n'avaient pas été mises en œuvre ou très partiellement et que le ministère avait échoué à redresser le projet. Malgré des tentatives de relance en 2017, des défaillances rédhibitoires ont conduit à son arrêt. Elle prononce donc de nouvelles recommandations dans ce RPA de 2020. Ici, la Cour utilise des mots particulièrement forts, sans doute car elle fait la constatation que ces recommandations n'ont pas été suivies des faits, voire ont entraîné une situation plus catastrophique qu'à l'époque du premier référé. Dès lors, il apparaît ici que la publication au RPA soit une manière de faire pression sur un ministère afin de faire respecter véritablement ces recommandations, tout en déplorant à la fois la non-prise en compte de ces anciennes recommandations. 2 référés ont fait l'objet d'un rapport détaillé également dans ce RPA de 2020. Et pour autant, la Cour en aborde d'autres, notamment pour exemplifier la performance de ces données. En effet, en ce qui concerne les référés sur la gestion publique et financière de la collectivité de Corse en 2016, la Cour relève que l'État n'a mis que partiellement en place ces recommandations. En tout et pour tout, la Cour relève que parmi les plus de 500 recommandations qu'elle émet chaque année au travers de ses différents rapports, communications et référés, le taux suivi total ou partiel de ces recommandations était de 75,6% sur l'année 2019. En ce qui concerne le rapport public annuel de 2021, nous allons nous attarder quelques secondes sur la particularité de ce RPA. En effet, il dresse une synthèse de l'action de la Cour en 2020. Comme nous le savons tous, l'année 2020 a été marquée par la crise, du Covid-19 en l'occurrence. La Cour relève dans le tome 1 relatif à la présentation de ses missions que la Cour a adressé beaucoup moins de référés aux ministres, 13 au lieu de 25 en moyenne depuis 2016, notamment en raison de la crise sanitaire et de l'intérim du premier président, période pendant laquelle l'envoi des référés aux ministres a été très limité. On note toutefois un nombre important de publications de référés lors des 2 premiers mois de l'année 2021, 6 contre 4 en 2019.
Partant de cette constatation, il est clair que le résultat dans le RPA de 2021 ne peut être regardé comme représentatif de l'impact réel des référés. Toutefois, la Cour a tout de même réalisé le travail de suivi qui suit. D'abord, elle aborde la thématique de la gestion de l'eau au plan local et notamment en ce qui concerne la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, une société d'économie mixte. Elle soulève notamment que le référé de juin 2017 accompagne le mouvement de recommandation à destination de cette SEM, et ce, depuis les années 2000, ainsi que la publication de ses premières recommandations dans le RPA de 2001, 2015 et 2019. Dans chacune des recommandations, la Cour dénonce l'insuffisante capitalisation de cette SEM au regard de ses activités et ses besoins d'investissement. Dès lors, le référé ne paraît pas ici prépondérant à la décision de la Cour de le faire figurer dans son RPA de 2021. Malgré tout, cela vient ajouter au poids de la non-mise en œuvre des précédentes recommandations et de la dénonciation qu'elle en fait dans ce rapport. Les magistrats financiers se sont ensuite penchés sur l'action de l'Institut de recherche pour le développement, IRD. Comme il le souligne au tome 2, page 295, la Cour avait déjà opéré un contrôle des comptes sur la période 2003-2007, puis à une analyse stratégique sur la période 2003-2009 qui avait amené à un référé du 7 juillet 2010. Elle relève notamment que les agissements précédemment dénoncés dans ces référés, comme l'éclatement des structures internes ou le manque de cohérence entre l'Institut et le ministère de la Recherche, mais aussi dénoncés dans ses autres publications, ne sont toujours pas respectés. Ainsi, elle en formule de nouvelles. Il apparaît donc que l'usage du référé dans ce RPA soit également d'appuyer les nouvelles recommandations prises en vertu du non-suivi de ses précédentes recommandations. Enfin, la Cour use de nouveau de cette énumération en ce qui concerne son référé relatif à l'ordre des infirmiers en 2021, dont les effets n'ont donc pas encore été évalués à cette date. Seulement, il fait partie des contrôles de la Cour pour 5 des 7 ordres des professionnels de santé lancés notamment entre 2016 et 2020. Ce mouvement a mené à des sanctions de la part de la Cour de discipline budgétaire et financière en ce qui concerne l'ordre des chirurgiens dentistes en 2018 ou encore dans un RPA en 2018 et en 2019 en ce qui concernait l'ordre des chirurgiens dentistes et l'ordre des médecins. Là aussi, le référé sert de fondement de nouvelles actions de la Cour. En ce qui concerne le rapport public annuel de 2022, la Cour a abordé dans un premier temps son référé du 6 juillet 2021 relatif à la gestion des procédures et crédits européens dans le cadre des mesures pour l'emploi à la suite de la crise sanitaire. Dans ce référé, elle avait recommandé notamment de réduire fortement le taux d'erreur et que l'audit des opérations soit réalisé par un autre organisme que le ministère du Travail. Ce référé s'appuyait également sur un autre référé pris le 19 juin 2019 relatif à la gestion des crédits du Fonds social européen. Pour autant, les référés cités ne prennent pas une place prépondérante dans les recommandations nouvellement émises par la Cour. S'il renforce son argumentation, leur effet est tout relatif dans ce rapport public annuel. C'est donc pour cela qu'en appui de son rapport public annuel, un autre référé de 2018 est évoqué en ce qui concerne l'évaluation de la mise en œuvre à l'accès régulé à l'électricité nucléaire. Mais là encore, il n'est abordé qu'en soutien aux recommandations nouvellement émises par la Cour dans ce domaine. On le voit avec cet échantillon, si certains référés font l'objet d'un suivi par la Cour, le manque de force juridique rend leur impact relatif. Rien que sur le RPA de 2020, un référé de 2019 et 2 référés de 2016, sur cette période, c'est pas moins de 114 référés qui étaient publiés sur le site internet de la Cour. Et cette relative importance des référés abordés dans les RPA se vérifie chaque année. Le RPA de 2021, 3 référés abordés sur une période 2017-2020 où 101 référés étaient publiés. Le RPA de 2022, 2 référés publiés sur une période 2018-2021 où 100 référés étaient publiés. La publication du RPA ne semble pas être une menace particulière à destination du gouvernement de prendre les mesures censées faire respecter les recommandations de la Cour. En outre, l'impact du référé s'analyse dans un mouvement plus global. En effet, c'est sa présence en plus d'autres communications et rapports de la Cour qui assoit une pression sur les pouvoirs publics de respecter les recommandations de la rue Cambon, mais certainement pas les référés eux-mêmes. Cependant, au regard de l'impact médiatique du rapport public annuel, il est vrai que l'abondance des référés qui l'irriguent semble peser dans la volonté de la Cour de faire levier sur les contrôles menant à ces communications. L'impact des référés est réel. Si l'on revient au référé qui a été notre fil rouge tout au long de cette vidéo, c'est-à-dire le référé relatif à l'Institut du monde arabe, ce levier est utilisé dans toute sa potentialité. D'ailleurs, le président de la mission d'information relevait que la gravité de la situation de l'Institut du monde arabe aurait pu conduire la Cour des comptes à inscrire son contrôle dans son rapport public. Le référé évoque en effet une spirale entraînant l'Institut du monde arabe vers une situation d'échec, mettant en cause jusqu'à sa pérennité. Si elle ne l'a pas fait, c'est parce qu'elle a considéré que son nouveau président, nommé fin 2006, s'était investi dans une opération de sauvetage qui doit, selon la Cour, lui donner un élan nouveau.
On voit donc ici l'impact réel qu'aurait eu la publication du référé dans ce RPA, celui de dénoncer des dérives importantes enjoignant l'organisme public de les régler au plus vite. Pour autant, faute de contraintes juridiques réelles liées notamment à la nature de ces référés, c'est bien par le biais médiatique, à la fois par l'opinion publique, mais aussi par les débats juridiques et financiers qui ont cours au Parlement, que la Cour peut espérer voir ses recommandations reprises, voire respectées. Cet impact est, lui, bien réel, mais non calculable précisément, malheureusement. Cette vidéo concernant les référés du premier président de la Cour des comptes est désormais terminée. Nous tenons à remercier la professeure Stéphanie Damaret pour nous avoir laissé cette possibilité d'être diffusée sur sa chaîne YouTube. À bientôt. À bientôt.